C'est l'un des lieux les plus dangereux au monde, chaque voyage y semblait mortel. Des vagues de plus de 65 pieds de haut et des vents glacés de force ouragan balaient la mer. Le sauvetage est presque impossible, sans aucune terre en vue sur des centaines de kilomètres. Des milliers de personnes ont péri dans ces eaux impitoyables, et en sortir vivant tient du miracle. Aujourd'hui, dans The Infographic Show, nous explorons le passage de Drake, la zone océanique la plus dangereuse et méconnue. Alfred Lansing a qualifié le voyage de l'explorateur Ernst Shackleton en 1916 à travers le passage de Drake en canot de sauvetage de portion d'océan la plus redoutée au monde, à juste titre. Cette étendue d'eau de 600 milles sépare le cap Horn, au sud de l'Amérique du Sud, des îles Shetland du Sud, proche de l'Antarctique. Le passage de Drake a une profondeur moyenne de 11 000 pieds, mais ses extrémités nord et sud atteignent jusqu'à 15 600 pieds. Cela représente les 4/5 de la hauteur du mont Kilimandjaro. En d'autres termes, c'est un endroit où vous ne voudriez certainement pas vous retrouver à nager en pleine mer. Nommé d'après le célèbre explorateur Sir Francis Drake, bien que la première personne à l'avoir traversé soit en réalité l'explorateur flamand Willem Schouten en 1616. Ce passage maritime a également acquis la réputation d'être le passage en mer le plus dangereux et mortel au monde. Alors la première grande question est, pourquoi les gens continuent-ils à le traverser en bateau? Pendant des siècles, le passage de Drake reliait l'Atlantique et le Pacifique sous l'Amérique du Sud. Jusqu'à la construction du canal de Panama, il n'y avait tout simplement aucun autre moyen de transporter des marchandises d'un côté à l'autre des Amériques par bateau, et le transport terrestre était incroyablement coûteux. Ces marins ont bravé de nombreux dangers pour contourner le cap Horn. En fait, il y a un monument au bord du cap Horn qui commémore plus de 10 000 marins supposés avoir perdu la vie ici. Comme vous le verrez, le nombre réel est sûrement bien plus élevé. Grâce à des facteurs environnementaux et climatiques idéaux, le passage de Drake connaît parmi les courants océaniques les plus puissants du monde. Le passage est situé entre environ 56 degrés de latitude et 62 degrés de latitude sud. La zone, située dans les 50e latitudes, est balayée par de puissants vents d'ouest faisant le tour du globe, d'où son surnom de 50e hurlant. Cela engendre de fortes houles et tempêtes, ravageant navires et côtes. Cependant, ces tempêtes frappent le passage de Drake encore plus violemment, car lorsqu'elles font le tour complet de la Terre, il n'y a aucune terre pour ralentir leur progression. Quand un ouragan atteint la Terre, il s'affaiblit, privé des eaux chaudes qui le nourrissent et ralenti par la friction du sol et des constructions. Mais ce n'est pas le cas dans le passage de Drake. Le point le plus au sud de l'Australie est à 39 de latitude sud, celui de l'Afrique du Sud à 34 degrés 50 minutes sud. Selon l'océanographe Alexandre Brearley, c'est le seul endroit où ces vents peuvent circuler autour du globe sans obstacle terrestre, la Terre atténuant généralement les tempêtes. Les vents parcourent la planète, puis leur énergie cinétique se transforme en vagues de tempêtes, selon Brearley. Lors d'une tempête ordinaire, des vagues peuvent facilement atteindre 10 mètres. Lors de journées plus irrégulières, les marins et les passagers ont observé d'immenses vagues scélérates atteignant 20 mètres, et dans certains cas même 24 mètres de haut, fonçant droit sur eux. Ces conditions sont connues sous le nom de Drake Shake, parce que la mer qui fracasse vos meubles à travers la pièce et vous fait vomir violemment n'était pas un surnom très mignon. Le Drake Shake survient environ 30% du temps lors de la traversée du passage. Même lors des journées pas particulièrement orageuses, la hauteur moyenne des vagues dans le passage de Drake est encore d'environ 13 à 16 pieds, ce qui est le double de la hauteur moyenne des vagues de l'océan Atlantique, et plus de 2 fois la taille d'un joueur de basket moyen. Si vous réservez un voyage pour tester votre mal de mer, notez que l'hiver est plus propice au temps orageux. En tant que passager sur l'eau en été, vous pourriez connaître le phénomène appelé Drake Lake. Ici, la mer est calme, et il est peu probable de revoir votre déjeuner. Bien que ces vents fous provoquent également de fortes tempêtes et des vagues sous l'Afrique du Sud et l'Australie, il n'y a pas de grandes routes maritimes sur ces mers. Les marins n'ont jamais vraiment eu besoin de naviguer dans ces passages, du moins pas depuis des siècles, car l'existence du canal de Suez et les eaux chaudes entre l'océan Indien et l'océan Pacifique les ont rendus inutiles. Et c'est pourquoi le passage de Drake est particulièrement redouté par ceux qui naviguent en mer. De plus, le passage de Drake est rendu encore plus dangereux par le courant circumpolaire antarctique, le plus puissant du monde. Ce courant est si puissant
qu'il déplace 4,9 milliards de pieds cubes d'eau par seconde à travers le passage. Cela équivaut à 3 piscines olympiques et demie qui traversent le passage chaque minute. Quand le Pacifique rejoint l'Atlantique sous l'Amérique du Sud, l'écart entre les terres se resserre brusquement. C'est ici que la péninsule antarctique s'avance vers le nord depuis le continent, et que le Cap Horn s'étend vers le sud. Ce courant ultra rapide et puissant s'engouffre dans ce passage de 600 miles, se renforçant encore. Le courant le plus fort jamais mesuré ici a atteint 40 nœuds, soit 74 km par heure. Le relief sous-marin complique aussi la situation. Sous la surface se trouvent les montagnes sous-marines de la zone de fracture de Shackleton. C'est une dorsale intra-océanique centrale, alternant vallées profondes et crêtes hautes de plusieurs centaines à milliers de mètres au-dessus du plancher océanique. Ainsi, le volumineux courant du passage de Drake est comprimé latéralement entre deux terres et par des montagnes sous-marines qui le poussent vers la surface. C'est une parfaite conjonction de circonstances pour provoquer des tempêtes parfaites. Certains scientifiques pensent que le passage a causé bien plus de morts que ne l'indique le mémorial du Cap Horn. Près de 20 000 personnes se sont noyées dans ces eaux, et 800 navires au total. Ce chiffre prend tout son sens en considérant le nombre de navires et de marins ayant traversé le passage au XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Par exemple, une seule catastrophe, en 1819, a coûté la vie à 644 personnes. En septembre, le San Telmo traversait le passage vers le Pérou. Le capitaine Joaquin de Tolède commandait le navire, et ses centaines de marins lorsqu'ils furent surpris par un temps épouvantable. Le temps dans le passage de Drake change soudainement, passant du calme à la tempête. En 1819, la météorologie ne disposait pas de la technologie actuelle pour avertir le capitaine Joaquin qu'ils allaient droit dans une tempête. La tempête a, comme prévu, détourné le San Telmo de sa route. Pris dans les vagues et incapable de sortir du passage, il a coulé lors de l'une des plus grandes catastrophes navales de l'histoire, avec 644 hommes envoyés à la mort dans les profondeurs de l'océan. C'est encore plus impressionnant quand on pense qu'Ernst Shackleton a traversé le passage de Drake en canot de sauvetage. Certes, ce n'était pas voulu. En 1914, Shackleton et 27 de ses hommes avaient pris la mer à bord d'un navire bien plus grand, l'Endurance, depuis la Géorgie du Sud jusqu'à la baie de Vassal, en Antarctique. Du moins, c'était le plan. Mais à mesure qu'ils naviguaient plus au sud et atteignaient des territoires en grande partie inexplorés, ils se retrouvèrent pris dans les glaces. Le 18 janvier 1915, l'Endurance était totalement bloquée dans les glaces, servant surtout de base pour les hommes. Cela leur permit de survivre jusqu'en octobre de cette année-là. Après un hiver antarctique rude, la glace était devenue trop épaisse pour que le navire résiste. L'Endurance, le seul espoir de survie temporaire des hommes, commença à sombrer dans la mer glacée. Les hommes ont campé sur la glace quelques mois, mais Shackleton savait que ce n'était pas une solution durable. Quand la banquise s'est brisée, il a réuni son équipage et les canots de sauvetage, puis ils ont rejoint l'île Elephant, dans les Shetland du Sud. Vivre sur une île glaciale, stérile et isolée n'améliorait guère la situation des hommes. Shackleton, poussé par le désespoir et le courage, a pris 5 hommes et traversé le passage en canot de sauvetage pour rejoindre la Géorgie du Sud. Les tempêtes, les vagues et des vents de force ouragan projetaient chaque jour de l'eau glacée sur eux. Les hommes de Shackleton ont sans doute songé qu'ils auraient peut-être préféré mourir de faim sur l'île de l'Éléphant. Cependant, 14 jours plus tard, à ce moment-là, l'incroyable se produisit. L'équipage aperçut la Terre. Ils avaient atteint la Géorgie du Sud, après avoir navigué une chaloupe sur l'une des mers les plus dangereuses et affronté plusieurs tempêtes. Après que l'équipage ait embrassé le sol pendant un moment, Shackleton organisa une expédition de sauvetage pour le reste des hommes bloqués sur l'île de l'Éléphant, afin de les mettre en sécurité. Si vous essayez de traverser le passage de Drake aujourd'hui, vous pouvez compter sur un voyage bien moins éprouvant et dangereux. La majorité des voyageurs traversant le passage partent d'Ushuaia, au sud de l'Argentine, pour rejoindre l'Antarctique. Le voyage dure environ 48 heures. Mais par mauvais temps, les navires mettent parfois jusqu'à 6 jours à traverser en attendant la fin de la tempête. Grâce aux technologies navales modernes et aux prévisions météo, la traversée du passage est aujourd'hui bien plus sûre. Les coques polaires,
renforcés d'acier et équipés d'étraves brise-glace, résistent à la pression de la glace antarctique, facilitant la navigation dans les eaux gelées. Les systèmes de stabilisation avancés rendent le voyage plus sûr et confortable pour les passagers souhaitant traverser le passage et découvrir l'Antarctique. De plus, les prévisions avancées permettent aux navires d'éviter les pires conditions météorologiques. Le capitaine Stanislas Dvorsin, habitué au passage de Drake, explique que son équipage prépare le voyage plusieurs jours à l'avance, parfois jusqu'à 1 semaine ou 10 jours avant. Il précise « Je consulte les prévisions 1 fois par jour, puis 2 à 3 jours avant le départ, 2 fois par jour. » Lors des traversées difficiles, notre grande marge de sécurité garantit que le navire n'est jamais en danger. Les équipements de communication, tels que l'antenne satellite haut niveau et les systèmes de secours, permettent pour nos capitaines, comme Dvorsin, de rester en contact avec le siège durant la traversée. À condition qu'ils puissent les utiliser, mais nous y reviendrons. Parce que le voyage n'est toujours pas sans risque. Des personnes sont mortes à cause des conditions horribles du passage de Drake, aussi récemment qu'en 2022, lorsqu'une vague massive s'est écrasée sur un navire Viking Polaris, brisant l'une des fenêtres et tuant un touriste américain avec les éclats de verre. 4 autres personnes ont aussi été blessées. De plus, tomber d'un navire dans le passage réduit fortement vos chances de survie. La température de surface de l'eau varie d'environ 43 degrés Fahrenheit dans la partie nord du passage à en dessous de 0, soit 30 degrés Fahrenheit dans le sud. La température change radicalement autour de la latitude 60 degrés sud, la zone de convergence antarctique. La convergence marque la limite entre haut antarctique et subantarctique, formant des écosystèmes si distincts que beaucoup d'espèces et plantes ne franchissent pas cette latitude. Étonnamment, cela a aussi un effet positif sur le climat, car le refroidissement de la zone de convergence fait du passage de Drake un des plus grands puits de carbone mondiaux. Lillian Dove, chercheuse à la National Oceanic and Atmospheric Administration et à l'université Brown, explique que l'océan y a été moins stratifié à cause des vents forts et de la South Fijian Zone. Ainsi, le phytoplancton, d'habitude en surface pour capter le carbone, est entraîné en profondeur, emportant ce carbone. Même si la quantité de carbone capturée varie chaque année, le passage reste l'un des principaux sites de séquestration du carbone de l'océan austral. Au total, l'océan austral retire 550 millions de tonnes de carbone de l'atmosphère chaque année, soit un 1/6 de tout le carbone rejeté dans le monde par les activités humaines. C'est une excellente nouvelle pour garder l'Antarctique froid et empêcher sa fonte totale, ce qui inonderait le monde avec 60 mètres d'eau supplémentaires. Cela crée aussi des écosystèmes pour le krill, les baleines et d'autres espèces. Mais l'eau glacée supplémentaire est une moins bonne nouvelle si vous venez de passer par-dessus bord. Dans des eaux à 0 degrés Celsius, la mort par hypothermie survient en 15 à 45 minutes. Nous rappelons que la partie la plus au sud du passage de Drake est encore plus froide, et vous risquez l'hypothermie plus vite. Dans toute eau froide sous 10 degrés Celsius, l'hypothermie survient en 10 à 15 minutes. Cela causera une perte de conscience, rendant impossible de nager ou de flotter, surtout avec des vagues de 10 mètres qui vous frappent sans cesse. Quant à ceux qui se trouvent sur un navire dans le passage de Drake, ils ne sont pas complètement à l'abri du danger non plus, même avec toute notre technologie moderne, nos systèmes de prévision météorologique et nos services de secours. En 2010, un incident a eu lieu quand le Clulia 2 revenait d'Antarctique vers Ushuaia. Le navire a affronté des conditions très mauvaises. Elles étaient si mauvaises que même le capitaine, fort de 159 voyages dans l'Antarctique, affirma n'avoir jamais vu un tel temps. C'est quelque chose que vous ne voulez certainement pas entendre de la part de l'homme qui a votre vie entre ses mains. Le capitaine avait commis une erreur potentiellement fatale. Bien qu'il sache qu'une tempête menaçait et que son navire n'était pas prêt, les passagers poussaient l'équipage à rentrer vite en Argentine pour ne pas manquer leur vol. Les vagues s'écrasaient sur le navire et inondaient la passerelle, entraînant une perte de direction assistée, puis la météo a complètement mis le moteur hors service. Le Clélia Pionui, apparemment maudit, a subi la chute d'une poutre due à une vague errante, inondant le centre de navigation et coupant toute communication avec l'extérieur. Au milieu du passage de Drake, le navire était livré au vent violent de l'Antarctique et aux vagues déchaînées. Le navire était secoué, avec 88 passagers et 77 membres d'équipage voyant des vagues de 9 mètres recouvrir leurs fenêtres, inquiets de leur sort. Heureusement, ils allaient enfin avoir un peu de chance. Le National Geographic Explorer naviguait aussi dans la zone du Clivia II. L'écrivaine Angela Dansby
présente sur le National Geographic Explorer, a relaté le sauvetage du navire. La tempête était si forte que des cordes furent installées dans le navire pour aider à circuler dans les couloirs et salles à manger. Des assiettes en carton ont été données pour éviter une casse d'assiettes façon fête grecque lors de la tempête sur l'Explorer. À midi, le capitaine a ordonné aux passagers de rester allongés dans leur cabine. Happy Feet était diffusé à la télévision pour distraire les passagers du mal de mer et des pensées de mort imminente. Dansby se rappelle que soudain, la voix du chef d'expédition a retenti sur le haut-parleur. « Nous devons entrer dans l'œil de la tempête pour aider ce navire. Nous sommes les plus proches, et les règles maritimes l'exigent. Nous vous servirons le déjeuner sous vos portes. » Tandis que la plupart des passagers pendaient rester un thé dans leur cabine, Dansby voulait voir ce qui se passait et apercevoir l'autre paquebot. Lorsqu'ils se sont finalement approchés du Kalilia Pré1, la scène ressemblait à quelque chose tout droit sorti d'un film. Elle dit « Nous avons regardé avec horreur alors qu'il avançait péniblement, secoué par d'énormes vagues sur l'océan. Le National Geographic Explorer aurait tenté de joindre le navire en difficulté pour vérifier la situation. Sans réponse, le capitaine a compris qu'il y avait un problème et s'est approché. Heureusement, le capitaine du Nat-Geo Explorer avait plusieurs téléphones satellites de secours, car celui du Kalilia 2 n'avait pas de service faute de paiement. Voilà pourquoi il faut payer ses factures à temps. Le capitaine du Explorer, de type A, ayant 9 téléphones satellites, en a envoyé un au Kalilia 2. Mais avec des vagues de 10 mètres, il ne pouvait pas juste monter sur le pont et en jeter un par-dessus bord. Le capitaine a utilisé des lance-roquettes pour tenter d'envoyer les téléphones satellites sur le pont du Clélia, ce qui paraît franchement génial. L'équipage de l'Explorer a scotché le téléphone satellite à une ficelle et l'a lancé par-dessus la proue en direction du Clélia I la première fois. Ils ont raté. La deuxième tentative s'est approchée, mais elle n'a pas non plus atteint sa cible. Cependant, la troisième a été la bonne. Le capitaine du Clélia disposait de communication, et l'Explorer a alerté les gardes-côtes argentins et chiliens d'un possible besoin de secours pour le navire immobilisé. Aucune information sur le fait que les passagers aient pu prendre leur vol. Maintenant, vous pourriez vous demander, si le Kaliawai n'avait pas été secouru par un navire à proximité étoilé garde-côtes, et qu'ils avaient un téléphone satellite qu'ils auraient pu utiliser, est-ce que des hélicoptères n'auraient pas simplement pu venir récupérer l'équipage et les passagers? Eh bien, il s'avère que non, pas vraiment. Des petits avions transportent régulièrement des passagers depuis Punta Arenas ou Punta Natales, au-dessus du passage de Drake. Ce n'est pas un choix que vous voulez faire par temps orageux. Selon Vertical Mag, les opérations d'hélicoptères par temps froid posent un défi majeur aux pilotes, opérateurs et équipes de maintenance. Les hélicoptères sont plus vulnérables à ces menaces que tout autre aéronef. Comme vous l'imaginez, le froid est presque toujours la norme dans le passage de Drake. Entre 0 et moins 20 degrés Celsius, le givrage crée des situations potentiellement mortelles pour les vols en hélicoptère. En gros, l'humidité présente dans l'air se transforme en glace lorsqu'elle entre en contact avec l'hélicoptère lui-même. L'accumulation de glace sur les pales du rotor, les entrées d'air du moteur ou les capteurs causent de graves problèmes aux pilotes. La glace augmente la traînée, réduit la portance et peut gravement perturber le moteur et les pales du rotor. Vous savez, ces choses qui font voler l'hélicoptère. Étant donné que la température moyenne de l'air dans le passage de Drake varie entre 5 degrés Celsius au nord et moins 3 degrés au sud, ce ne sont pas de très bonnes nouvelles pour les sauvetages en hélicoptère, surtout si vous avez besoin d'aide dans la partie sud du passage, ce qui garantit presque des conditions de givrage. De plus, si un sauvetage était nécessaire, les conditions météorologiques sont sans doute déjà très mauvaises. Amener un hélicoptère suffisamment près de la surface de l'eau pour secourir des personnes alors que des vagues de la taille d'un immeuble s'écrasent autour n'est pas la tâche la plus facile. En 2013, un navire bloqué dans la glace en Antarctique a dû attendre plus d'une semaine l'arrivée d'un hélicoptère pour être secouru. Le navire russe académique Chokolskaya transportait 74 scientifiques, membres d'équipage et touristes, quand il s'est retrouvé pris dans la glace la veille de Noël. Un brise-glace chinois proche, nommé Dragon des Neiges, avait un hélicoptère prêt à aider. Cependant, l'autorité maritime australienne, qui coordonne le sauvetage, a déclaré que l'hélicoptère devrait attendre plus d'une semaine qu'une accalmie météorologique permette même de commencer à évacuer les personnes du navire de recherche. La mauvaise visibilité et le mauvais temps ont empêché l'hélicoptère de décoller plus tôt. Les hélicoptères, contrairement aux avions, exigent une excellente visibilité pour voler en sécurité. Le sauvetage a été long et a nécessité un navire à l'arrêt et un hélicoptère se posant sur un héliport de fortune sur la glace.
Au milieu des mers agitées du passage de Drake, un tel sauvetage serait bien plus difficile, voire impossible. La morale de l'histoire. Évitez le passage de Drake. Si vous devez le traverser, ne tombez pas à l'eau et méfiez-vous des tempêtes et de la glace. Survivre au passage de Drake est presque impossible, mais qu'en est-il d'être abandonné en mer sans navire? Découvrez comment un homme a survécu 133 jours perdus en mer sur un radeau. Ou cliquez sur cette vidéo.